25 avril 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal version française. Merci de rejoindre Viva pour vous informer. Tout de suite, concernant les actualités de ce jour, les financements octroyés à l'endroit de Madagascar lors du voyage du président Malagasy à Washington seront immédiatement utilisés pour la mise en place des infrastructures de développement des secteurs bénéficiaires. Le financement de la Banque mondiale s'élève à 949 millions de dollars, dont 415 millions de dollars pour le plan national de redressement. Si une grande partie des 534 millions de dollars restants est dédiée au secteur routier, dans la partie sud, on sera la principale bénéficiaire, d'après le président de la République, Andry Rajoelina, lors de la conférence de presse tenue ce jour à Yavlu. Je vous dis et Andry. Nos partenaires nous font confiance, d'après le président de la République, Andry Rajoelina, ce jour, à Yavlu, devant les ministres, députés, gouverneurs qui étaient présents à la conférence de presse. Le soutien de la Banque mondiale au plan national de redressement de Madagascar témoigne de cette confiance à travers le financement de 415 millions de dollars. Une étape cruciale dans la réalisation des Vilran faites à la population du Sud a également été franchie lors de ce voyage à Washington, car Madagascar a bénéficié d'un financement supplémentaire de 534 millions de dollars, dont 400 millions de dollars dédiés au secteur routier. La partie sud en sera la principale bénéficiaire à travers la route nationale numéro 10. C'est par des applaudissements que les ministres, les députés, les gouverneurs de la partie sud ont accueilli la nouvelle, capitale pour la population du Sud et qui contribue également à la lutte contre le kéré. Le président de la République a partagé le programme pour la réalisation de ces projets de développement dans la réhabilitation de la route nationale numéro 10. Le ministère des Travaux publics a déjà procédé à l'appel d'offres qui sera achevé d'ici 4 mois. Les travaux débuteront donc après cette procédure, soit avant la fin de l'année. Cela fait actuellement une semaine qu'une rumeur court sur la dissolution du bureau permanent de l'Assemblée nationale. Des hautes personnalités soudoirées des députés en ce sens. Toujours d'après cette rumeur, aucune information y afférente n'a été communiquée par l'Assemblée nationale jusqu'à l'heure actuelle. Reportage. Selon l'article 74 de la Constitution, les membres du bureau permanent de l'Assemblée nationale peuvent être démis de leurs fonctions respectives de membres de bureau pour motif grave par un vote secret des 2/3 des députés. La rumeur court depuis une semaine sur la dissolution du bureau permanent de l'Assemblée nationale présidé par Azanamasu Christine. Jusqu'à ce jour, aucune information officielle ou déclaration publique n'a été faite sur ce dit motif grave pour pouvoir procéder à cette dissolution. D'après nos sources, cette tentative est la réponse à la récente motion de censure avant que la première session ordinaire n'ait lieu. À titre de rappel, cette première session est programmée pour le mardi 3 mai. Il est donc nécessaire de dissoudre le bureau permanent, de leur enlever ce pouvoir pour que la motion de censure ne soit pas effective. Mais les 2/3 sont actuellement loin d'être acquis. Selon toujours la rumeur, une somme atteignant les 30 millions d'ariars serait proposée afin d'y parvenir. Les députés, auprès desquels nos journalistes ont essayé de soutirer des informations, n'ont rien communiqué à ce sujet. Ils n'ont ni confirmé ni infirmé cette rumeur. Un enseignant et son complice tombés dans le piège de la gendarmerie ont été capturés à Vangayinjan la semaine passée. Ces derniers prévoyaient de vendre des enfants albinos au prix de 3 millions d'ariars par enfant, une première dans la région sud-est. D'après nos sources, dès que des trafics d'enfants albinos ont été recensés dans les régions voisines, ceux de Vangayinjan ont de suite été pris en charge dans un endroit sûr par mesure de sécurité. Mais ces derniers ont pu y sortir à l'occasion des vacances de Pâques, expliquant ainsi cette tentative. Reportage. Mercredi 20 avril, la gendarmerie a été informée par un individu selon laquelle 2 hommes cherchent des acheteurs d'enfants albinos. La gendarmerie a donc mis en place un piège afin de capturer les suspects. Les 2 individus ont donc été informés de l'heure du rendez-vous fixé à 23 h avec un potentiel acheteur qui n'était autre qu'un gendarme en tenue civile. Après négociation, il a été décidé que le prix d'un enfant albinos serait de 3 millions d'ariars. La gendarmerie a donc pu déjouer cette tentative et a capturé les 2 individus. L'on a par la suite découvert que l'un des trafiquants est un enseignant dans une école à Vangayinjan. Récemment, ce dernier a été mêlé dans une affaire de cambriolage mais a bénéficié d'une liberté provisoire.
Ces derniers sont passés devant le parquet ce jour. Les forces de l'ordre invitent tout à chacun à contribuer au Tanamar Unfanji Paleman en communiquant des informations pour tout fait suspect. Et dans le volet économique, plus de 40 000 passagers ont débarqué à Antananarivo et Nosibé au cours du premier trimestre de 2022. Selon un rapport publié par le ministère du Tourisme, 62% des étrangers sont des ressortissants français. Le ministre a également annoncé que les stratégies pour attirer les touristes dans notre pays seront renforcées. Sur les 40 014 personnes ayant débarqué à Antananarivo et Nosibé du 1er janvier au 31 mars 2022, 58% sont venus pour accomplir une mission ou en voyage d'affaires. Seulement 28% sont venus pour le tourisme. Afin d'y remédier, des stratégies ont été mises en place, dont la promotion du tourisme local. Cela se poursuivra, déclare le ministre du Tourisme Joël Rangiamanjantu. Par ailleurs, le tourisme international sera également développé en offrant une variété de services, notamment des événements sportifs tels que le tournoi de golf international, le kitesurf et le trail. Le ministère du Tourisme envisage également d'engager un influenceur pour mettre en avant les destinations touristiques de Madagascar, le but étant d'atteindre 500 000 visiteurs d'ici 2025. Le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation a mis en place le projet Miouzo afin que la population du sud de Madagascar ne dépende pas des aides humanitaires. Il s'agit d'appuyer les collectivités territoriales décentralisées dans le développement local, notamment dans la promotion de la décentralisation. 3 régions dans le sud de Madagascar sont concernées par le projet avec une durée de 8 ans sur 2 phases. Natera Goutumov et Nzara Ranjiansu nous en dit plus dans ce reportage. La subvention des communes atteint les 570 millions d'ariars à 1,50 milliard d'ariars dans le cadre du projet Miouns du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation financé par la Banque mondiale. 248 communes des régions Anjoy, Anos et Ansimon-Jefan sont concernées par ce projet sur une durée de 8 ans. La réalisation du projet se fait en 2 phases de 4 ans. Selon la coordinatrice du projet, il s'agit d'un appui du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation dans la promotion de la décentralisation et du développement local à travers des projets qui aident la population dans la lutte contre la pauvreté, le manque d'eau potable et d'autres fléaux qui sévissent dans le sud du pays. Le projet vise également à l'amélioration des infrastructures socio-économiques de base et les moyens de subsistance dans toutes les communes des 3 régions concernées à travers une approche communautaire de développement local mettant l'accent sur les femmes et les jeunes. Parmi les objectifs également, l'appui aux autorités locales dans la promotion d'un engagement durable des citoyens afin d'améliorer leurs perspectives économiques. Une structure locale de concertation est en place pour la réalisation et la coordination des projets en se basant sur les besoins de la population. La région se charge de la coordination de tous les projets existants dans le sud du pays, compris le projet Miouns pour une bonne gouvernance décentralisée. Le projet répond aussi aux besoins urgents de la population et collabore avec tous les acteurs, notamment les ministères concernés. Il poursuit également les projets inscrits dans le colloque national pour le Sud, initié par le président de la République. Et sur un tout autre sujet, la mise en place d'une centrale hydraulique au niveau du barrage de Maïriar dans la commune rurale de Mouraran-Krom dans le district d'Amparafaravoul est complètement suspendue alors que les travaux étaient prévus s'achever en 2018. Une entreprise privée financée par l'Union européenne était en charge de l'approvisionnement en électricité des zones rurales. Cette dernière n'a reçu qu'une partie de financement, raison pour laquelle les travaux sont suspendus. Aniana Martina nous en dit plus dans ce reportage. L'Union européenne a octroyé 5 300 000 € pour la mise en place d'une centrale hydraulique au niveau du barrage de Maïriar, commune Mouraran-Krom, district d'Amparafaravoul. 4 millions d'euros ont été débloqués en 2015 pour débuter les travaux, mais le reste du financement a été annulé. Le projet est donc suspendu. Les travaux devraient être achevés en 2018 selon le cahier de charge du projet. L'État malagasy cherche actuellement à collaborer avec cette entreprise privée pour remédier à cette situation.
La meilleure issue serait que la société Jirama collabore étroitement avec cette entreprise, selon le ministre de l'Énergie et de l'Hydrocarbure. Au total, 15 communes seront les principaux bénéficiaires du projet. La production minimale de cette centrale est de 1,6 MW, toujours d'après les explications. Et concernant l'évolution du cyclone Jasmine, elle s'est intensifiée en forte tempête tropicale. Vers 16 heures locales, elle était positionnée à 392 km ouest-nord-ouest de Murumbe. Elle est prévue toucher terre entre Murumbe et Saint-Augustin mardi soir ou mercredi matin au stade de tempête tropicale d'après les informations émanant du service de la météorologie. Le cyclone tropical Jasmine était localisé à 392 km ouest-nord-ouest de Murumbe vers 16 heures locales. Le vent moyen est estimé à 90 km à l'heure, accompagné par des rafales de 130 km par heure. Jasmine est prévu toucher terre entre Murumbe et Saint-Augustin, mardi soir ou mercredi matin, au stade de tempête tropicale, d'après le service de la météorologie. Murumbe, Tuliara 1 et Tuliara 2, Sakara et Betiuk sont donc placés en alerte jaune. Si l'alerte verte est effective pour Mourdav, Manz, Ankazouab, Benenche et Ampani. Météo Madagascar invite aussi les habitants des zones basses à la vigilance face aux fortes précipitations apportées par Jasmine. Les conditions météorologiques dans le sud-ouest se dégraderont progressivement à compter de cette nuit. Les usagers maritimes des côtes ouest et sud sont priés de ne plus sortir en mer. Météo Madagascar invite tout à chacun à suivre les consignes émises par les autorités. La Suisse et Madagascar ont plusieurs domaines de coopération qui peuvent encore être exploités, notamment dans la promotion des nouvelles villes et de l'habitat. Cette coopération peut également s'élargir dans le domaine de l'éducation à travers l'envoi des jeunes étudiants malagasy en Suisse. Ce pays, à travers des ONG, a également des expériences dans la préservation de l'environnement, notamment dans l'utilisation des réchauds qui consomment moins d'énergie, qui peuvent être aussi réalisés dans le pays. Ce sont entre autres les points de discussion évoqués lors de la visite de courtoisie de l'ambassadeur de la Suisse à Madagascar au secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat aujourd'hui. Écoutons cette explication. Parce qu'il y en a beaucoup de défis dans ce domaine-là et voilà, en tant que fils d'architecte, on a pu parler un peu de la nécessité de développer des villes, des défis quotidiens qu'on a, qui sont tous liés évidemment aussi au développement, pas seulement de la capitale, mais aussi des chefs-lieux de province et peut-être même d'autres villes aussi. Et comme ça, on a pu faire un peu le tour. Évidemment, on parle toujours aussi des opportunités de collaboration ensemble. Donc, on va explorer ça dans l'avenir et on espère qu'on trouve une possibilité de travailler ensemble avec le ministre et le secrétaire d'État et on espère pouvoir ainsi contribuer aussi au développement pas seulement des nouvelles villes et de l'habitat mais du pays de manière générale. Et concernant les actualités internationales à présent, avec 58,54% des voix au second tour selon les résultats définitifs, Emmanuel Macron a été réélu dimanche président de la République française. Plusieurs dirigeants internationaux ont salué sa reconduction pour 5 ans supplémentaires à l'Élysée, alors qu'en France, les mouvements politiques se mettent en ordre de bataille pour les élections législatives de juin. Reportage de France 24. Au pied de la tour Eiffel, l'Ode à la joie, hymne européen, retentit sur le Champ de Mars. Avec sobriété, le président élu s'avance vers la tribune, entouré de jeunes enfants, comme pour symboliser l'avenir de la France. La victoire est franche pour Emmanuel Macron, mais il le sait, le pays reste fortement divisé. Dans son discours, il veut apparaître comme le président de tous les Français. Alors il nous reviendra ensemble d'œuvrer à cette unité par laquelle seuls nous pourrons vivre plus heureux en France et relever les défis qui nous attendent. Les années à venir, à coup sûr, ne seront pas tranquilles. L'avance d'Emmanuel Macron au second tour est moins forte que lors de la précédente élection en 2017. L'abstention est plus élevée et l'extrême droite gagne du terrain. Sa rivale Marine Le Pen échoue pour la 3e fois à rejoindre l'Élysée, mais elle obtient son meilleur score. Les idées que nous représentons
arrive à des sommets un soir de second tour d'élection présidentielle. Avec plus de 43% des voix, le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire. La candidate du Rassemblement national appelle déjà ses électeurs à se mobiliser pour les législatives en juin prochain. Même stratégie pour Jean-Luc Mélenchon. Arrivé 3e au premier tour, il a demandé aux Français de l'élire Premier ministre, autrement dit, de lui offrir une majorité à l'Assemblée nationale. Ne vous résignez pas. Au contraire, entrez dans l'action. La démocratie peut nous donner de nouveau le moyen de changer de cap. Le 3e tour commence ce soir. De son côté, le candidat de Reconquête, Éric Zemmour, qui avait appelé à voter pour Marine Le Pen, espère une union des droites pour les législatives. Une option qui n'a pour le moment pas été approuvée par le Rassemblement national de Marine Le Pen. À l'issue du vote des 12 et 19 juin prochains, tout l'enjeu pour Emmanuel Macron sera de conserver une majorité à l'Assemblée afin de pouvoir gouverner et mettre en œuvre ses réformes. Un résultat qui a suscité la joie, mais aussi le mécontentement, quand à Rennes où plusieurs centaines de manifestants ont protesté dimanche soir contre sa réélection. Toujours un reportage de France 24. À l'annonce des résultats, les partisans d'Emmanuel Macron laissent éclater leur joie. Pour ces électeurs réunis au pied de la Tour Eiffel, c'est le soulagement. Je suis contente qu'on soit si nombreux au Champ de Mars. On n'a pas eu beaucoup d'occasions de soutenir Emmanuel Macron pendant son dernier mandat, alors qu'on a quand même été très satisfait de certaines décisions qu'il a prises. C'est un bol d'air frais sur la France et maintenant Macron va pouvoir déployer ses capacités parce qu'il avait été gêné par le Covid, par les crises, par l'Ukraine. Et maintenant, ça y est, quoi, il a 5 ans devant lui et voilà, on y croit à fond. Dans le camp adverse, les soutiens de Marine Le Pen restent mobilisés malgré la défaite. On se retrouve en position d'être la première opposition de France aux législatives et c'est notre prochain objectif, c'est que Macron n'ait pas la majorité à l'Assemblée nationale. Déçu, mais plein d'espoir pour l'avenir de notre mouvement. En revanche, je suis très inquiet pour l'avenir de la France. Une déception et une inquiétude qui s'expriment aussi dans la rue. Le soir même de la réélection d'Emmanuel Macron, des manifestations ont eu lieu à Paris et dans d'autres villes de France, comme ici à Rennes. J'ai décidé de voter Macron pour faire barrage à l'extrême droite, mais tout de même aujourd'hui, on sort manifester pour montrer que Le Pen on n'en veut vraiment pas, mais Macron on n'en veut pas non plus. Et voilà, on essaie de se battre comme on peut contre sa politique. À droite comme à gauche, les opposants au président élu espèrent prendre leur revanche et obtenir un maximum de députés à l'issue des législatives des 12 et 19 juin prochains. Emmanuel Macron compte débuter son second quinquennat en lançant une série de chantiers dans les retraites, l'école ou la santé, en voulant conjuguer concertation et efficacité. Après avoir pris un peu de recul entre les deux tours, Emmanuel Macron va replonger son délai dans le dossier international. En premier lieu, la guerre en Ukraine. Reportage. Soupir de soulagement ce soir, je pense que c'est le cas de le dire. Cette élection française avait été très suivie ici, surtout bien sûr à cause de l'inquiétude quant à la possibilité que Marine Le Pen l'emporte. Marine Le Pen qui est perçue comme l'amie de Vladimir Poutine, l'allié du président russe et dont l'élection rimait avec toute une série d'inquiétudes très concrètes. La possibilité que la France reconnaisse les résultats de pseudo-référendums que la Russie a l'intention d'organiser dans les territoires ukrainiens qu'elle occupe en ce moment, ou que la France essaye de réduire les sanctions de l'Union européenne contre la Russie, ou encore qu'elle arrête de fournir des armes à l'Ukraine. Alors maintenant, ces inquiétudes disparaissent avec la réélection d'Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron n'est pas non plus extrêmement populaire en Ukraine en ce moment, notamment à cause des remarques qu'il a fait la semaine dernière où il a qualifié l'Ukraine et la Russie de pays frères. C'est une expression qui n'est pas du tout à l'ordre du jour ici en Ukraine en ce moment, où il y a énormément
énormément d'amertume envers la Russie, et l'idée que ce sont des pays frères est perçue comme un outil utilisé par la Russie pour justifier de sa volonté de dominer l'Ukraine. En ce moment, vous avez une Russie qui bombarde les villes et les villages ukrainiennes, et ce que l'Ukraine veut surtout de ses alliés dans l'Union européenne, c'est plus d'assistance militaire pour faire face à cette offensive russe. L'Ukraine espère alors pouvoir maintenant mettre la pression sur Emmanuel Macron pour fournir plus d'armes et aussi pour augmenter les sanctions contre la Russie. Notamment, il y a l'espoir que maintenant qu'il est libre de la pression électorale et les questions liées au pouvoir d'achat et notamment les prix du carburant en France, que Emmanuel Macron aura le courage d'imposer un embargo sur l'importation du pétrole russe. Mais à Kiev, les autorités sont bien conscientes que cette bataille est loin d'être gagnée pour le moment en termes de convaincre la France et autres pays européens de franchir ce pas. Et c'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Restez sur Viva, merci de votre fidélité également. Je vous donne rendez-vous pour demain pour des nouvelles actualités.